Nous sommes dans le désert de Mojave, au sud du Nevada, l'État le plus sec des États-Unis. Ici, il pleut en moyenne 200 mm d'eau par an, 3 fois moins qu'à Paris. En permanence, le soleil fait régner une chaleur accablante. C'est dans ce décor que se trouve l'une des cités les plus impressionnantes au monde, Las Vegas. La nuit tombe enfin sur le désert, et Vegas peut révéler toute sa démesure. Malgré la sécheresse permanente, l'eau est partout. Les casinos continuent de rivaliser d'extravagances aquatiques. Il faut dire que tout leur est permis. Ils rapportent 6 milliards de dollars par an. Résultat, la consommation en eau de Las Vegas est 2 fois supérieure à la moyenne des États-Unis, soit plus de 1000 litres par jour et par personne. C'est 4 fois plus qu'en France. Rien ne semble étancher la soif de Sin City. Pat Mulroy est la femme la plus puissante du Nevada. Elle est chargée d'approvisionner en eau Las Vegas et sa région, coûte que coûte. Quand je me lève le matin, je sais qu'il y aura de l'eau pour tout le monde ce jour-là. Ce qui me préoccupe, c'est ce qui va se passer dans 5, 30, 40 ou même 50 ans. C'est notre plus grande angoisse. Quand vous habitez la ville la plus aride des États-Unis, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et qu'il n'y ait plus d'eau. Le problème, c'est que Las Vegas manquera bientôt d'eau. La ville connaît la croissance la plus rapide des États-Unis. Une population de plus d'1,5 million d'habitants qui devrait doubler en 10 ans. Une explosion démographique alimentée par les 40 millions de visiteurs qui font de Las Vegas la première destination touristique des États-Unis. Pour Pat Mulroy, rien ne doit freiner cette extraordinaire expansion. Et surtout pas le problème de l'eau. Mon rôle est d'apporter de l'eau, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Je ne dois en aucun cas intervenir sur le développement de la ville, ni me prononcer sur la façon dont elle se développe. Personne ne se soucie du gâchis de l'eau. Les 3/4 de la consommation de Las Vegas sont dus au jardin, au parc ou encore aux 50 golfs de la ville. Cela ne fait qu'aggraver le plus gros handicap de Las Vegas, sa dépendance à 88% de l'eau du Colorado. La principale source d'approvisionnement en eau de la ville est le lac Mead, un lac artificiel, le plus grand réservoir des États-Unis. En tout, 7 États de l'Ouest américain pompent leur eau dans le lac Mead, selon un partage décidé il y a plusieurs années, bien avant la sécheresse prolongée qui frappe toute la région. Aujourd'hui, le lac Mead a atteint ses limites. En 10 ans, il a diminué de moitié. Le niveau du lac baisse, car les 7 États signataires pompent le maximum d'eau auquel ils ont droit. Ils prennent plus d'eau que la rivière Colorado peut en fournir. Ce n'était pas le cas avant. Souvent, les hommes d'affaires pensent qu'ils peuvent asservir les choses à leur façon. Alors Mère Nature se charge de les rappeler à l'ordre. Le sud du Nevada et Las Vegas peuvent jouir d'une quantité d'eau contrôlée et limitée. Même si la ville continue à se développer, ils ne pourront pas prendre plus d'eau dans le lac. Il faut qu'ils trouvent d'autres moyens d'approvisionnement. La seule solution trouvée par Las Vegas est d'aller chercher l'eau là où elle est, à 500 km de la ville, à l'est du Nevada. Les autorités prévoient de construire un aqueduc géant pour capter l'eau de cette magnifique vallée. Mais pour le leader de l'opposition à l'aqueduc, Dave Tilford, c'est toute la biodiversité de la région qui pourrait être remise en cause. Cette eau est utilisée par les animaux sauvages pour se désaltérer, mais aussi par le bétail qui vient paître dans la région. Toute cette plaine verdoyante sert également de pâturage à toute la faune sauvage. C'est cette eau-là qui les intéresse. Une eau qui sort tout droit d'une nappe phréatique dont nul ne connaît la capacité ni combien de temps elle durera. Cet aqueduc sera si énorme qu'un homme pourra s'y tenir debout à l'intérieur et marcher jusqu'à Las Vegas. Ce projet devrait coûter environ 2 milliards de dollars.
ça représente une belle somme. Mais si l'on considère ce que rapporte le tourisme à Las Vegas, c'est un investissement rentable, jusqu'au dernier centime. Pourtant, dans le Nevada, les réserves en eau ont aussi souffert de la sécheresse. Dean Baker dirige avec ses 3 fils le ranch familial depuis plus de 40 ans. Et il n'a pas assez d'eau pour ses activités. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'eau dans les abreuvoirs. On avait l'habitude de faire boire les vaches ici, mais on ne le fait plus. Cela fait des années que l'eau n'a pas coulé de cette source. On peut regarder à l'intérieur. L'eau n'arrête pas de baisser. Selon moi, l'eau est à 4 ou 5 mètres de profondeur. Comme tous les ranchers de la région, Dean s'inquiète de la baisse de la nappe phréatique. Version américaine du pot de terre contre le pot de fer, les 6000 habitants de la vallée ont engagé un combat inégal contre les maîtres du jeu. Tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils doivent construire un pipeline de plusieurs milliards de dollars, et tout ça pour soutenir le développement que eux-mêmes désirent, pour gagner encore plus d'argent. Alors moi, je pose la question, que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'eau? On reviendra ici dans 5, 10 ou 50 ans, et cette source-là, ce ne sera plus qu'un tuyau qui sort du sol? Et tous ces arbres qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années, ils seront tous morts? Où la ville de Las Vegas ira-t-elle chercher de l'eau ensuite? Et que feront mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants? Où iront-ils quand il n'y aura plus d'eau pour eux? Oui, ils ont peur. Ils ont peur que leur ranch disparaisse. Ils ont peur que la vie telle qu'ils la connaissent disparaisse. Alors ils avancent doucement et ils nous expliquent toutes leurs inquiétudes. Mais cette eau ne leur appartient pas. Légalement, Las Vegas a tous les droits, quitte à priver cette vallée de toute son eau et ainsi détruire tout un pan des traditions américaines. Consommer raisonnablement pourrait suffire, mais l'heure n'est pas à la réflexion. Il faut trouver de l'eau et vite pour ne pas faire fuir les investisseurs et les touristes. Las Vegas est unique en son genre. Quand les touristes viennent ici, ils veulent faire l'expérience de la réalité virtuelle. Ils ne veulent pas que la réalité gâche leur week-end. Mais un jour, la réalité finira bien par rattraper Las Vegas.
soleil écrasant exerce son inflexible dictature à 800 km de Bamako, au cœur du Mali, à la frontière brûlante du Sahel. Un immense plateau de grès, où l'on ne repère aucun filet d'eau, s'arrête sur la falaise de Bandiagara, longue de 200 km. C'est le pays Dogon. Entre la plaine et le plateau, l'eau, si rare, est une perpétuelle angoisse. Les femmes acceptent depuis des générations d'affronter chaque jour un territoire hostile, des failles vertigineuses. Mais comment pourrait-elle se passer d'eau? Niché sur la falaise, le village de Dourou réunit 350 âmes. La sécheresse de la terre, le sable et le vent, les pluies insignifiantes, font des Dogons des agriculteurs héroïques. L'oignon est curieusement la spécialité des Dogons. Une culture traditionnelle qui réclame beaucoup d'eau. Entretenir ces jardins relève de l'exploit et d'une discipline militaire ordonnée de main de maître par Amadou, le chef de l'eau. Il rationne et il a l'œil. Kadi, tu as pris combien de calebasses d'eau? Ton mari est déjà venu ce matin. Il en a pris 40. Il n'a plus droit qu'à 10. Ça suffira pour aujourd'hui. Tu sais qu'en cette saison, c'est important de ne pas gâcher l'eau. Je te le dis tous les jours. 50 calebasses par famille et par jour. Le gardien de l'eau commande, on obtempère. Une mare à l'agonie, tout ce qui reste des dernières pluies pour arroser les jardins. L'anxiété se lit sur le visage d'Amadou. Je suis inquiet et que vraiment, il ne plaît pas beaucoup et que c'est la seule eau. Vraiment, quand on prend beaucoup, on risquerait à 3 mois de ne plus avoir de l'eau. Chaque villageois vit ici de l'agriculture et récolte l'oignon en famille dans ses carrés de terre. Malgré des conditions impossibles, on produit tout de même plusieurs milliers de tonnes d'oignons par an. Avec un rationnement exemplaire de l'eau, la plus importante source de revenus du pays se maintient. Cultiver l'oignon n'est pas une chose facile. Mais avec la récolte, je peux acheter du mil pour manger et même payer mes impôts. Malgré les suppliques des anciens, les nuages ne sont pas généreux au-dessus du pays Dogon. 60 jours de pluie par an. Un taux de pluviométrie parmi les plus bas du monde. Savoir gérer l'eau, ne pas gaspiller, relève de la survie. Chaque parcelle d'1 mètre carré est conçue pour mieux retenir l'humidité. En sortant d'une terre aride, les oignons consacrent des mois d'efforts et de privations. Car l'apparente fraîcheur des jardins ne peut faire oublier l'enfer lunaire, écrasé de chaleur, qui entoure les parcelles travaillées par les Dogons. Les Dogons sont devenus, au prix d'efforts surhumains, les premiers producteurs d'oignons rouges d'Afrique. Des éboulis de la falaise, les femmes extraient le banco, une terre mélangée à de la paille et de l'engrais, pour mieux cultiver. Jour de marché à Dourou. Kadi vient une fois par semaine vendre les oignons qu'elle cultive avec son mari. Les femmes sont chargées de négocier. Palabres, marchandages, elles animent le marché. On vend, on achète et on troque. Les grossistes emportent à chaque fois plusieurs tonnes d'oignons. De lourds ballots partent pour Bamako, la capitale, où ils sont expédiés vers tout le continent africain. Amadou n'est pas seulement le gardien redouté de l'eau des Dogons. Quand il ne rationne pas, il travaille à de nouvelles stratégies pour mieux gérer l'eau. Les agriculteurs l'ont élu pour cela il y a 5 ans. Aussi surveille-t-il avec fierté l'avancement d'un barrage qui peut tout changer.
on a construit plus de 200 barrages comme celui-ci dans tout le Mali afin d'aider le travail compliqué des agriculteurs. Et c'est un Français, l'ethnologue Marcel Griaule, dont le souvenir est encore vivant ici, qui fait construire le premier barrage. Il entreprend en 1930 la traversée aventureuse de toute l'Afrique de l'Ouest pour s'arrêter en pays Dogon. Il y étudie les rites et les traditions de ce peuple courageux qui tente de maîtriser la nature. Précurseur du développement durable, il sait que son barrage aidera les Dogons à poursuivre l'indispensable culture de l'oignon. Fondamentalement, rien n'a changé depuis Marcel Griaule sur la falaise de Bandiagara. Les mêmes rites, le même travail de la terre, les mêmes oignons, et la crainte de plus en plus palpable de manquer un jour de l'eau sacrée sans laquelle aucun avenir n'est possible. La sécheresse est toujours plus oppressante et le désert, chaque année, plus envahissant. Découvrir une nouvelle source fait de vous un homme nouveau, puissant et envié. La rumeur s'est répandue au village. Moussa, un agriculteur, vient de trouver de l'eau au milieu des cailloux. Amadou, incrédule mais curieux, se rend sur les lieux. Moussa a bien fait d'écouter le sorcier qui lui a conseillé de creuser ici. Il a pioché, pioché encore, jusqu'à mettre à jour un filon dans la nappe phréatique à 5 mètres de la surface du sol. C'est impressionnant. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce puits? On a creusé 3 mois avant de trouver de l'eau. 3 mois. On ne savait pas si on trouverait. Mais finalement, on est tombé dessus. Ah, je suis vraiment fier. Tu peux être fier. Tu as travaillé dur, mais aujourd'hui, tu as trouvé de l'eau. Tu es l'homme le plus riche du village. J'espère revenir dans quelques temps et voir plein de belles cultures ici, avec l'eau que tu as trouvée. Le courage de Moussa a payé. Le puits lui appartient. Il pourra arroser ses cultures et subvenir désormais aux besoins de sa famille. Il mesure aussi sa chance, car si les tentatives sont nombreuses, l'eau vient rarement récompenser les efforts des cultivateurs. Voilà plus de 10 mois qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau à Dourou. La situation est grave. Amadou le sait et il convoque tous les sages du village sous la case à palabres, la fameuse Toguna. On palabre, assis sous un toit d'1,20 m. Impossible de se disputer au risque de se cogner le crâne au plafond. Je suis venu vous dire que la saison sèche n'est pas finie, mais que l'eau va manquer, c'est sûr. Il va falloir que vous priez les génies, sinon je ne sais pas ce qui arrivera. Qu'est-ce que tu en penses, toi, maître de l'eau? Je suis conscient du problème. Sache que je vais faire tout mon possible pour faire venir l'eau. Je vais prier nos mots. Partir en brousse, faire un sacrifice. Les génies seront bons pour nous. Tu verras. Pour Amadou, comme pour tous les Dogons, seuls les génies, ces êtres impalpables, imprévisibles et foncièrement bienveillants, peuvent faire revenir l'eau. Au village, il y a partout des signes de la vénération portée à Nomo, dieu de l'eau et maître de la vie. À chaque recoin de porte, chaque trou dans la pierre, un masque, une statuette, porte les espoirs d'un peuple qui travaille autant qu'il prie pour voir, bientôt, ruisseler un peu d'eau. Une ville où l'eau est rare. Un habitant de Amman consomme 15 fois moins d'eau qu'un Américain. Et cette quantité diminue chaque année
avec l'augmentation de la population. Attention! 1, 2, 3, ouais! Ok, thank you! Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la moitié des plus grandes villes du monde, on manque d'eau et qu'on est obligé de la rationner? Cette ville d'Amman, la capitale de la Jordanie, a été créée toute pièce dans les années 20. C'était un village de 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est une très grande ville de plus de 2 millions de citadins. Près de 50% du pays vit ici, sans compter tous les réfugiés de la guerre en Irak. Mais ils ont tous une obsession, l'eau. Elle est rationnée. Chaque famille possède sa citerne. Et à Amman, l'eau n'est pas distribuée tous les jours. À Amman, par la force des choses, l'eau est devenue une marchandise. Tous les jours, 1200 camions-citernes circulent dans la ville pour livrer l'eau aux habitants. L'eau du robinet à Amman ne coule qu'une fois par semaine. En proportion, un Jordanien consacre 10 fois plus d'argent à l'eau qu'un Français. Alors le grand problème à Amman, c'est l'eau. C'est le moins que l'on puisse dire. Ici, l'eau est distribuée une seule journée par semaine. Elle alimente nos cuves dans la nuit, de 22h jusqu'au lendemain à la même heure. Quand on a de l'eau une fois tous les 8 jours et qu'elle doit servir à toute une famille, avec des enfants, ce n'est vraiment pas facile. Comment vous gérez ça au quotidien? Expliquez-moi un petit peu comment vous faites. La première chose, c'est d'assurer le lavage du linge, en faisant couler l'eau doucement. La lessive de la semaine doit se faire en un jour, le ménage aussi. En fait, toutes les tâches ménagères doivent se faire en une seule journée. Et les autres jours, je ne fais que des petites tâches qui nécessitent peu d'eau pour tenir jusqu'à la prochaine livraison. En été, on a besoin de nettoyer plus et le problème s'aggrave, car l'eau est évidemment encore plus rare. Imaginez la situation. Il faut prévoir l'eau pour le bain des enfants et ça devient vraiment catastrophique l'été. L'eau que vous recevez, est-ce qu'elle est bonne à boire? Est-ce que c'est de l'eau d'une bonne qualité? Je pense que ceux qui ont des citernes propres peuvent la boire. Mais nous, non. Car notre citerne est rouillée. Donc l'eau est insalubre et on ne peut vraiment pas la boire. Alors en plus, nous sommes obligés d'acheter de l'eau potable en bouteille. Est-ce que vous savez que toute l'eau disponible pour l'homme ne représente que 0,5% de l'eau douce de la planète? Oui, j'ai bien dit 0,5%. C'est toujours la même eau qui circule. Parce que l'eau que je bois aujourd'hui a été bue hier et sera bue demain sans doute par quelqu'un d'autre. Gaza, une petite bande de terre étroite au sud-ouest d'Israël. Avec plus de 3200 habitants au kilomètre carré, sa population est une des plus denses au monde. À cause de la guerre, on souffre ici du manque d'eau potable. 90% de l'eau distribuée dans les foyers est impropre à la consommation. Une catastrophe responsable de centaines de morts chaque année. Le docteur Younes Moguer livre ses résultats d'analyse. Les maladies sont véhiculées par l'eau du robinet. On trouve le choléra, la typhoïde. C'est le résultat de l'augmentation du taux de nitrate dans l'eau distribuée à la population. Compte tenu de l'augmentation de la population, Gaza ne parvient plus à retraiter ses eaux usées. À 2 km du centre-ville, voici ce qu'on découvre. Ici, sont déversés les égouts des quartiers nord de la ville. Seul un tiers des eaux usées déversées dans cette station d'épuration est retraitée.
Ce que vous voyez là, c'est la partie visible de la pollution contenue dans les eaux usées. Après traitement, l'eau va directement dans le lac de l'autre côté. Malgré ce traitement, elle reste de très mauvaise qualité. Elle va ensuite s'infiltrer dans la nappe phréatique. Ainsi, les eaux souterraines sont polluées par la présence de nombreux produits chimiques comme les nitrates. Cette pollution a des conséquences directes sur la santé. C'est dans ce quartier très pauvre de Khan Younes que vivent Youssef, Majda et leurs 2 enfants. L'eau du robinet, même si on la donnait aux animaux, les animaux refuseraient de la boire. On n'a pas le pouvoir de changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour trouver de l'eau potable? Nous, on essaie juste d'éviter les problèmes. On achète les filtres, on s'approvisionne aux sources d'eau potable, alors que l'eau du robinet, on peut à peine l'utiliser pour se laver les mains et faire la lessive. Il y a quelques semaines, le petit Marwan a été opéré des reins. Ses pleurs et ses insomnies ont alerté ses parents. Mais Marwan n'est toujours pas tiré d'affaire. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'hôpital pour de nouvelles radios des reins. C'est le docteur Albata qui devra l'opérer une 2e fois. Il souffre encore du rein gauche. Il a encore plusieurs cailloux de ce côté-là. Voici les calculs rénaux. Il s'agit de gros cailloux très durs. On ne peut les enlever qu'avec une opération chirurgicale. Ces cailloux entraînent des infections et une douleur au niveau des reins. Ces calculs rénaux sont dus à la déshydratation et à la teneur en sel de l'eau de Gaza. C'est toute une génération de jeunes Palestiniens qui est menacée. Pire encore, sur environ 40 km de côte, l'eau de mer s'infiltre petit à petit dans la nappe phréatique. L'eau du robinet provient directement de cette nappe. Sans traitement efficace, elle est trop chargée en sel et provoque de graves insuffisances rénales. Plusieurs plans d'assainissement ont été imaginés par l'autorité palestinienne. À chaque fois, leur mise en œuvre bute sur le conflit avec Israël. La solution passe pourtant par la construction de nouvelles infrastructures. Il y a un projet qui devrait être financé par l'une des plus grandes ONG américaines. Il consiste à installer des tuyaux pour approvisionner Gaza. L'eau viendrait d'une usine de dessalement construite ici, dans la bande de Gaza. Cette usine de désalinisation dont rêvent les Palestiniens existe déjà, mais en Israël, à Ashkelon, à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza. Capable de fournir 100 millions de mètres cubes d'eau potable par an, l'usine d'Ashkelon a été construite en coopération avec une entreprise française. Même si cette technologie est gourmande en énergie, elle est de plus en plus utilisée dans le monde et reste la seule solution envisagée pour sauver Gaza. L'eau que consomme un Israélien sur 7 vient de cette usine. Un peu de cette eau, environ 5 millions de mètres cubes, part vers Gaza à titre humanitaire. C'est très insuffisant, car les besoins réels sont de 50 millions de mètres cubes par an. Même avec la reprise de l'aide internationale, il faudrait 14 ans et plus d'1 milliard d'euros pour résoudre le problème de l'eau dans cette petite partie du monde. Sur la planète, une personne sur 5 n'a pas accès à une eau saine. D'ici à 2015, les Nations Unies se sont fixées comme objectif de diminuer de moitié le nombre des personnes privées d'eau potable.
Le cycle de l'eau est un mécanisme très fragile, on vient de le voir. Il peut s'enrayer naturellement à cause de la sécheresse, par exemple. Mais l'homme peut aggraver la situation. Nous allons le voir avec la mer Morte. Sur la route, nous survolons la forteresse de Masada en Israël. Sur cette montagne fortifiée en l'an 73 après Jésus-Christ, un millier de rebelles juifs sont morts en résistant aux Romains. Jadis, le fleuve Jourdain arrosait toute cette région jusqu'à la mer Morte. Mais aujourd'hui, chacun a détourné les eaux du fleuve pour irriguer ses champs et alimenter ses villes. Le résultat, c'est que le débit du fleuve a été divisé par 20. Et une infime partie de ces eaux parvient encore jusqu'à la mer Morte. Depuis, on observe que le niveau de la mer baisse d'1 mètre par an. Les eaux de la mer Morte sont 10 fois plus salées que celles de l'océan. Ces grands champignons blancs que vous voyez sont le résultat de l'évaporation de l'eau et du sel qui se cristallise. On appelle ces concrétions de sel des évaporites. Nous sommes sur les rives israéliennes de la mer Morte. Ici, c'est l'endroit le plus bas du monde, 412 mètres en dessous du niveau de la mer. Depuis 50 ans, cette mer a perdu 30% de sa superficie et les experts estiment sa disparition en 2050. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, pourquoi la mer Morte disparaît? La mer Morte disparaît parce qu'on a rompu un équilibre qui était millénaire. C'est-à-dire que chaque année, l'eau de la mer Morte disparaissait par évaporation, parce qu'il fait très chaud ici en été. Mais cette quantité perdue par évaporation était rendue à la mer Morte par le fleuve Jourdain, qui est son seul affluent. Depuis une cinquantaine d'années, Israël a détourné les sources Jourdain et la Jordanie aussi, essentiellement pour développer l'irrigation à grande échelle. Donc le fleuve Jourdain n'est plus capable d'acheminer la quantité d'eau nécessaire pour remplacer l'eau perdue par évaporation. D'autre part, en aval, le phénomène d'évaporation est accéléré par deux compagnies qui littéralement traitent la mer Morte comme une mine et qui acheminent l'eau que nous voyons ici par un canal vers des bassins d'évaporation pour accélérer ce processus d'évaporation et récupérer les sels. Les sels dissous dans la mer Morte contiennent de fortes proportions de potassium, de brome et de magnésium. Leur exploitation est un atout pour Israël comme pour la Jordanie. Mais tous ces changements menacent des formes de vie uniques au monde qui se sont adaptées à des conditions extrêmes. Est-ce que c'est important de sauver la mer Morte? Ça va servir à quoi? Si vous considérez que c'est un écosystème unique au monde, parce qu'elle a beau être morte, on a un écosystème qui en dépend. Si vous considérez que la disparition de la mer Morte entraîne des affaissements de terrain assez catastrophiques sur ces rives, on voit beaucoup de bonnes raisons d'essayer de sauver la mer Morte. Par contre, sauver la mer Morte n'a pas d'intérêt si on la considère simplement comme une ressource minière. Du moment qu'on a terminé d'exploiter la mine, on ferme la mine et on va exploiter autre chose. J'ai vu qu'il y avait énormément de touristes qui se baignaient dans la mer Morte. Et en même temps, on me dit qu'elle est très polluée, là. Je ne comprends pas très bien. C'est que depuis le développement de l'irrigation et de l'agriculture à échelle industrielle dans la vallée de la mer Morte, on a évidemment les ruissellements des eaux agricoles usées vers le fleuve Jourdain, qui sont les seules eaux qui finalement maintenant sont acheminées encore vers la mer Morte. Elles sont évidemment très chargées en insecticides, en pesticides, en engrais, et il n'y a pas d'évacuation possible, puisqu'ici, c'est le terminus. Alors, il y a un grand projet d'un canal
qui irait d'ici jusqu'à la mer Rouge, donc juste au bout là-bas, pour amener de l'eau de la mer Rouge justement ici. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Alors c'est un projet en même temps que moi je trouve beau dans l'idée, parce qu'en fin de compte c'est un projet où les Israéliens, les Palestiniens, les Jordaniens vont travailler ensemble. Oui, ils travailleraient ensemble pour acheminer l'eau de la mer Rouge à la mer Morte, qui n'a pas du tout la même concentration en sel. Ça changerait l'écosystème de manière irrémédiable et pour toujours. Ça ne sauverait la mer Morte que dans le sens où on remplirait un trou d'eau. C'est tout, comme vous remplissez votre piscine. Comment va être réglé le problème de l'eau ici? La seule solution serait d'accepter de vivre avec notre planète, d'accepter que la ressource n'est pas infinie et qu'on ne pourra pas simplement faire grandir éternellement les quantités d'eau qu'on veut allouer à l'agriculture ou à l'industrie ou à la consommation domestique. Accepter les limites de notre planète.